Alors, bonjour à tous. Jess, en forme? Oui! Ça va bien? Ça va bien, j'ai hâte de vous montrer le vin. Ah! Franz, Salut. la forme? Super. Écoutez, moi, là, j'ai hâte à cette entrevue-là parce qu'on s'est rencontrés il y a longtemps. Et incroyable, mais vrai, tu n'as pas changé d'un niet. Moi, j'ai tout perdu mes cheveux. Je suis extrêmement jaloux. Ceci étant dit, Raviport, on va te découvrir dans toutes tes saveurs, dans toute ta splendeur. J'ai vraiment hâte. Mais avant tout, on a une manière à verre à moitié plein où on bâtit des ponts et non pas des fossés. On a des débats d'idées. On a une manière à nous, propre à nous, à te présenter et tu Mais verras. avant, il faut que tu dises à nos mondes, c'est qui Raviport? Oui, tu veux? OK, j'allais laisser le plaît. suspens, mais tu as raison, merci. Associé en intelligence artificielle et données chez Deloitte, quand même, tu as fondé un OBNL, Héros de chez nous. Et ça, c'est les deux choses que je vais mettre en lumière de départ parce qu'on va te découvrir autrement tout à l'heure. Merci d'être ici. Merci de me recevoir. Merci. Alors, Jessica, comment tu vas nous présenter? Parce qu'on a quand même eu quelques épisodes où on a savouré un vin rouge. Est-ce que c'est une bonne idée par la suite de prendre un vin blanc? Blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. C'est pas vrai. OK! C'est si tu prends trop de fort ou si tu mixes avec d'autres substances illicites. D'accord. Non, en fait, c'est même mieux de terminer. Donc, on peut faire un crescendo, commencer avec des bulles, blancs, ce que vous voulez, du rouge, habituellement sur un plat principal s'il est costaud, et de terminer sur un blanc avec les fromages. Ah. Et ce que vous avez dans le verre représente notre invitée. Donc, Ravi, lorsqu'elle est arrivée, j'ai dit, elle a du kick. Et comme de fait, j'ai dit, est-ce que tu bois du vin ou d'autres choses? Elle dit, je bois du Fort. J'aime ça. Wow! Et je love suis it. partie à rire parce que je vous le jure. Parce que moi, il faut que je pense. Hein? J'ai pas eu la chance de vous parler, puis je réfléchis. Puis j'ai failli partir avec une bouteille de fort préparée qui vient d'ici, du Québec. Puis d'Oubal, une vodka à base de pommes de terre qui est super hot. Et je dois l'amener à Jean Aubry pour la critique dans Le Devoir. Donc, j'ai vraiment failli amener du fort. Quel genre de fort tu aimes? Whisky, cognac, vodka. Ah, je Nice. ça aurait été trop hot. Mais retenez-le, donc la vodka Ubal est super bonne. Wow. Mais je me suis dit, tiens. Bon, si le vin, c'est peut-être pas la voie à aller, je vous ai mis dans votre verre et là, je vous invite tous à le boire. C'est un Riesling. On est en Allemagne. On a une petite touche de sucrosité qui va très bien avec des mains un petit peu relevées parfois. Ça s'appelle le Eiswein. Et puis, c'est du Riesling. Alors, je veux juste voir si vous aimez ce vin. Goûtez-y donc, voir. Je vais rajouter un petit quelque chose. Donc, une petite pointe de minéralité, pétillant. Est-ce que ça passe bien après le rouge? Non, moi, ça me parle beaucoup. Je sais pas si Franz, ça n'a pas l'air. Correct? Franz, parce qu'il sait c'est quoi? Ravi, est-ce que ça passe? C'est un peu acide. Un peu acide, oui. Je suis en mode découverte. Oui, parce que c'est un premier vin blanc que je trouve qui passe dans le sans-alcool. Donc, il n'y a absolument pas d'alcool. Benoît n'a rien vu, il a vu que du feu. Donc, c'est le LED. Moi, tout alcool qui n'a pas d'alcool, c'est pas de C'est l'alcool. pour ça que je l'avais dit à Franz. C'est pas... Factuel. Mais Factuel. si vous mangez, vous allez voir, il prend toute sa place. Alors voilà, je trouvais que c'était à ton image. C'est plein de surprises. J'ai hâte d'en apprendre Ben davantage oui. sur toi. Merci pour le Absolument. partage. J'ai tellement eu de plaisir à t'écouter. On a écouté en préparation à cet épisode plusieurs podcasts, Ouais. plusieurs entrevues. Les unes plutôt que les autres étaient toutes fascinantes. Mathématicienne, spécialiste de l'intelligence artificielle, faire autrement. Tu es une personne avec une raison d'être très forte. Vraiment, on est heureux de t'avoir. Conviction. De conviction profonde. Oui, tu as Intelligent. tout à fait raison. Mais d'entrée de jeu, on aimerait ça que tu nous parles de ton enfance. Tu es né à Québec. Oui. Pas à Montréal. Exact. Ça, Et- c'était une surprise pour moi. Vraiment, vraiment. Et de facto, jusqu'à, si je ne me trompe pas, 6-7 ans, tu parlais ni le français ni l'anglais. Exactement, je parlais seulement le cambodgien. Incroyable. À Québec. À Québec, oui. Wow. Pauvre toi. Wow. C'est différent, c'est Ouais, une expérience ouais. différente. Mais où à mieux. Québec? Dans le fond, moi, j'étais à Saint-Sauveur, OK. donc à côté de la cité de Limoilou. Wow. OK. Et comment c'était? Parle-nous un peu là, de ton enfance. Donc, moi, je suis la seule qui est née à Québec. Mes parents, c'est des réfugiés de génocide du Cambodge. Ouais. Ils ont passé, dans le fond, 2 ans et demi dans des camps de réfugiés. Donc, ils ont traversé un pays à pied du Cambodge À pied? en Thaïlande, à pied.
Ils sont restés dans les camps de réfugiés pendant presque 3 ans. Ma sœur est née dans les camps de réfugiés, ma grande sœur. Et puis, je me considère très privilégiée d'être née à Québec, dans la ville de Bien Québec. sûr. Puis, c'est pour ça que je parlais seulement le cambodgien. Je me faisais garder par la diaspora cambodgienne. Mais, tu sais, j'habitais dans des blocs. Alors, dans les blocs, une situation diversité socio-économique. C'est bien dit. J'aime bien. J'aime l'approprier. Wow. Donc, une réalité qui est différente, des gens qui ont peur, qui ne comprennent pas, une zone d'inconfort. Mais j'étais vraiment chanceuse d'avoir des voisins d'en face, la porte d'en face, qui étaient 100% québécois, une madame québécoise d'un certain âge, avec son fils de 45 ans. Et puis, c'est là que j'ai découvert les patates pilées. Miam, miam. Et puis, je suis comme, oh my God, moi qui étais habituée juste à la nourriture cambodgienne, qui découvre quelque chose de nouveau. Et aussi, j'ai découvert les suçons, le rassakor au caramel. Donc, ça, c'est une langue universelle. Oh, et ça t'a marqué, hein? Oui! Ah Wow. oui, c'est sûr. Non, mais c'est extraordinaire, C'est ce beau, genre de hein? truc-là. Franchement. Et ça dure combien de temps, ça, là, sans parler... Oui, dans cet écosystème-là, si je peux dire. Ben, je crois que j'étais en mode, c'est normal, la vie de cette manière-là. J'ai grandi dans ce contexte-là, un appartement où est-ce qu'on dort tous dans la même chambre, ce qui est tout à fait normal pour nous. Déjà là, on est avec la famille, on manque pas de nourriture, on a un toit. La richesse et le luxe pour moi, c'est de manger ce que je veux. Ah. Peut-être pas tout le temps les patates pilées, mais c'était vraiment de manger à ta faim et puis de t'amuser, d'apprendre. J'ai pas été à la garderie. On comprenait pas le contexte, vu que mes parents ont eu 2 cours de francisation et ensuite devaient occuper tout de suite des postes. Mais le concept de garderie, c'est un concept très western. là, très Absolument. Oui. Ben, west. je voulais avoir ton avis, Franz, Ouais, parce que quand tu La l'écoutes, garderie, c'est le toi, village. là, ton parcours aussi, est-ce que tu résonnes beaucoup? Mais je me vois... C'est ça? Je te voyais dans les yeux Ouais, pétillants. ouais, je me vois dans son histoire, c'est clair, oui, c'est évident. c'est ça. Le bloc appartement, moi, c'était appartement 408, 1157, Henri Bourassa. Et tu te rappelles des bien petites sûr. subtilités, un peu comme tu le décrivais. C'est quand même intéressant. On est le fruit de notre environnement, puis on peut sortir de notre environnement. Oui, tout à fait, de sortir de ces horizons. Moi, c'était vraiment en mode, j'allais pas encore à l'école, c'était la belle vie, je m'amusais à la maison, j'étais super créative, puis je m'inventais des univers également. Déjà à cette époque-là. Ben, il fallait bien. Fallait que je m'occupe. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait vraiment. Télévision, c'était pas encore... J'étais pas très, très, très axée vers la télé, juste un peu. Mais c'était aussi... T'écoutes des choses que tu comprends pas, fait que c'est correct, c'est normal. Puis quand tu as commencé à aller à l'école, etc., tu as dû apprendre le français un petit peu en imitant ce que tu expliquais. Les activités qui t'interpellaient, qui te passionnaient. Bien, à Québec, on était une petite diaspora cambodgienne. Et à 5 ans, c'est la première fois que ma vie, je voyais un spectacle de ballet classique cambodgien. Puis là, je me suis dit, oh my God, ça m'intéresse. Mais j'avais pas encore le vocabulaire pour dire, je vais prendre des cours. Parce que, j'allais même pas à l'école. Tu sais, les cours extracurriculaires, oublie ça, ça n'existait pas dans mon univers. Donc, j'imitais à la maison. J'imitais à la maison avec qu'est-ce que j'avais compris. Puis, j'aimais beaucoup la danse. J'avais découvert que j'aimais la danse. Suite à Québec, on a déménagé à la Rive-Sud, à Longueuil. À Longueuil aussi, on habitait dans des édifices à faible revenu, dans le sous-sol, où est-ce que, comme tu as un carré de lumière. Et c'est là que j'ai été à l'école et j'étais en mode « fais comme les autres, Ah ouais, imite, c'est ça. puis tout va bien se passer ». Mais je te dirais qu'il y a un moment donné où est-ce que j'ai eu peur quand j'étais petite. Quand le prof m'a amenée dans un coin avec ma pomme, puis il m'a dit de m'asseoir pour prendre une photo de moi. Puis je parlais pas la langue. Fait que je comprenais pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire. Non, mais j'étais vraiment pas à l'aise. Est-ce que je suis en danger ou quoi que ce soit? C'est sûr. Fait que là, il m'a fait des gestes pour que je mange ma pomme, puis j'étais comme, OK, on me prend en photo, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais plus tard,
2-3 semaines plus tard, c'est là que j'ai compris qu'il a pris des photos de tous les élèves qui fait un verbe d'action. Ah. Mais c'est seulement quand je l'ai vu, puis avant, on s'entendait là, pour avoir des photos, ça prenait un certain temps là, aussi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ah, OK, c'est bon, j'ai compris. Mais je vous avouerai que c'est plus vers 7 ans, au primaire, où est-ce qu'ils se sont dit, on croit qu'elle a des troubles d'apprentissage. C'était leur diagnostic. Exactement, là, parce que je copiais. Je copiais parce que avant, on n'avait pas d'outils technologiques. Puis là, on avait des séparateurs. Puis là, ils me voyaient copier parce que je comprenais absolument rien. Là. Je m'en souviens, c'était un dessin avec des fêtes populaires comme l'Halloween, Noël, Pâques. Puis ils demandaient c'était quelle saison. Puis j'avais aucune idée, je savais même pas c'est quoi. Eh non, c'est tellement loin de... Hey, c'est Oui, fou. fait que là, je copiais. Wow. Mais comment on pouvait... La misère, les enseignants ne réalisaient pas. Ah ben, je crois que j'imitais vraiment bien. je pense qu'il devait Wow! pas se poser de questions. Mais tu sais, il y a des enfants timides aussi. Absolument. Oui. Ouais, je comprends. Mais... Ouais. Puis tu suis tout le monde. Mais il y a des gens qui passent à l'université qui ne parlent même pas des langues. Aux États-Unis, c'est très commun. Il y en a qui passent à l'université, savent même pas lire ni écrire. Non, mais je me projette Il y a un dans diplôme ma classe. universitaire. Moi, j'ai besoin de tellement humain. Wow! Fascinant. Et compte tenu qu'on vous ne parliez pas la même langue, est-ce que c'est là où tu t'es intéressé à une langue commune, les mathématiques? J'avoue que c'est une langue où est-ce que je me sentais incluse. C'est-à-dire, je parlais en premier cambodgien, ma langue maternelle. Ensuite, je considère que ma deuxième langue, c'est la langue universelle des mathématiques. Et après, c'est le français. Parce que lorsqu'ils m'ont amené voir une orthopédagogue, ils se sont rendus compte, j'ai pas un retard intellectuel. C'était vraiment juste, je parlais pas la langue. Fait au moins, c'est comme si j'avais un professeur privé où est-ce que j'avais accès pour apprendre la langue. Wow! Intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, on passe du parcours familial où tu nous as fait découvrir toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Mais on n'a toujours pas découvert le ballet. Est-ce que tu fais encore du ballet Bon point. cambodgien? Bon point. Ou d'autres sports? Le ballet, je vous avouerai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'ils nous font apprendre le ballet classique cambodgien. Peux-tu nous expliquer la différence? Oui. Parce que je m'étais dit même, là, je me suis dit, écoute, je veux prendre... Quand j'ai compris c'était quoi prendre des cours, j'ai dit à mes parents, je veux des cours de gymnastique, je veux des cours de ballet, je veux des cours de piano. Déjà à un jeune âge, la curiosité dans le tapis. Oui, on me disait que j'avais un talent pour le son, fait qu'il fallait le développer. Fait que je me suis dit, OK, je vais aller dire ça à mes parents. Et après, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Donc, je me suis dit, OK, c'est normal, on n'a pas d'argent, je ne vais pas forcer mes parents, je travaille pas. Alors, je me suis dit, je vais pas être amère face à ça. Un jour, quand je vais avoir mon propre argent, je vais le faire. C'est pas grave, même si tu es dans une classe de danse pour adultes, il n'y a pas de problème. Fait que là, on est toutes des personnes, des ballerines adultes qui veulent danser. J'ai pris des cours de ballet européens et des cours de ballet aussi cambodgiens également. Mais qu'est-ce qui était intéressant à travers le cours de ballet européen, c'est que j'avais toujours mal aux pieds. Tout le temps. Et après, je me dis, pourquoi je suis aussi nulle? Tu sais, j'avais ma prof de ballet russe super sérieuse. Elle était vraiment passionnée dans qu'est-ce qu'elle faisait. Puis là, j'avais tout le temps mal. J'avais tout le temps des crampes. Puis là, tu vois toutes les autres qui sont des super belles ballerines, qui font les mouvements. Puis moi, j'ai vraiment de la misère. Puis après, elle m'a dit, c'est parce que tu as les pieds plats. Mais je savais pas que j'avais les pieds plats. Tu sais, dans la vingtaine, début vingtaine. Moi aussi, j'ai les pieds plats. Mais je le savais pas. Personne te le dit. Tu n'as aucune idée. Donc là, je me suis dit, ça l'explique. Exactement. Ben c'est bien correct. Au moins, j'ai fait ma session. C'est ça. Je vais arrêter de souffrir puis de me dire, c'est tout le temps moi le problème pour le cours de ballet. Ça va bien. Donc, j'ai fait ça passer. Mais là, le cours de ballet cambodgien, mais c'est le contraire. Tu ne pointes pas les pieds. En fait, tu lèves les pieds, tu lèves les orteils. Tu lèves les orteils. C'est le contraire. À la Sur place le de talon? pointer, dans le fond, tu vas... Tu sais, eux autres, ils vont faire le mouvement comme ça, plus en C avec la main. Mais toi, tu fais le contraire. Tu essaies de faire un L de l'autre sens avec ta main et tes pieds. Fait que ça fit pour les personnes aussi qui ont les pieds plats. Parfait. Exactement.
Donc, j'ai dansé une grande partie de ma vingtaine dans une troupe de danse de ballet classique cambodgien, aussi du folklore, et également au début de ma trentaine. Mais ensuite, j'ai arrêté parce que j'ai fait des choix. Ta grande carrière. Choisir, c'est renoncer, comme on dit. Écoute, bravo d'avoir fait, je trouve ça génial. Wow. Moi, j'aurais aimé ça, te voir danser. Aussi. Vraiment. Hein? Moi, j'aurais aimé voir Jessica danser. Moi, j'ai pas de pieds. Aïe, Moi, aïe. j'ai les pieds gauches. Oh my God. Ah oui. Ben, merci de cette année. Vraiment intéressant. Je pense que je vais aller googler ça en arrivant et montrer ça à ma fille tantôt. D'un point de vue professionnel, tu as une carrière qui s'accélère. Déjà, à l'époque où on s'est rencontrés... J'ai la date. Ah oui? Oui, je suis allée faire des recherches. Oh, là. c'est J'ai vrai. mon post-it. On s'était vus Ouais. à quelques reprises là, parce qu'il fallait qu'on se parle en premier. Mais Ouais. ton cours, c'était le 19 août 2020 à 13 h. En fait, je faisais une conférence sur les technologies qui modèlent notre futur de l'automatisation au transhumanisme. Et moi, je devais choisir plein d'intervenants, intervenantes. T'en étais une, si tu te rappelles, dans les Je me cours. montrais la sœur à France. Oh oui! C'est tellement te drôle, jure. vous deux. Fait que, écoute, moi, j'aurais pas pu deviner. Mais c'était en 2020 et je voulais inspirer mes jeunes avec des gens, avec des modèles. Puis je cherchais des modèles plus jeunes. Parce que, tu sais, des fois, on voit une personne, 50 ans, bon, OK, mais quand on a un modèle jeune qui fait les choses différemment, tu es un modèle, tu en étais un. Et c'est incroyable à quel point ta carrière s'accélère, c'est inspirant, c'est vraiment très beau à voir. Mais comment une personnalité très publique comme toi arrive à protéger sa vie privée? C'est bizarre à dire, mais je me considère pas comme une personnalité publique et je me considère pas comme un modèle. Je me considère juste comme un humain qui a ses objectifs, ses convictions, ses valeurs, ses principes. C'est très humble. Parce que je peux vous dire, là, quand on dit, en tout cas, que ce soit à l'Université de Montréal, que ce soit dans le monde des techs, on dit Raviport, ça part. Mm-hmm. Donc, puis moi, quand j'ai parlé, j'ai montré à ma fille, parce que j'ai une fille de 15 ans, puis j'espère qu'elle aura envie de devenir une technologue ou une scientifique. Puis quand je l'ai montré, elle te trouvait tellement cool que moi, j'avais de l'air cool. Oui, c'est vrai. C'est tellement... Oui, ben c'est ça. Alors, être un modèle, c'est pas toi qui choisis d'être un modèle, c'est d'autres qui te choisissent. Donc, t'as pas le choix. C'est vrai. Mais je te dirais que pour moi, la définition de l'humilité, c'est mes parents. Fait que pour moi, si je me compare à mes parents, je me dis, écoute, moi, je suis vraiment pas humble par rapport aux autres. Je suis juste un peu, eux autres le sont vraiment. Yeah. Fait que je me considère... Wow, de très belles valeurs familiales. Ben oui. Humaine. Fait que dans le fond, la vie privée, est-ce que tu te mets des limites ou tu dis oui à tout puis tu es capable de... Je ne dis pas oui à tout. Mes limites, je comprends. En fait, c'est très factuel. Je comprends les réseaux sociaux, je comprends les algorithmes, je comprends les moteurs de recherche. Donc, je vais me limiter à qu'est-ce que je partage. OK. C'est-à-dire que, ben déjà là, je crois nous tous autour de la table, on en a partagé beaucoup. On a partagé notre image, notre voix, malgré nos nous photos. même. Exactement, exactement. Puis, il y a un moment donné où est-ce que je me suis dit, il y a des gens qui ont utilisé ma photo sans me le demander. J'étais vraiment pas à l'aise. Mais après, on m'a dit, écoute, si tu as mis ta photo sur le World Wide Web, tu peux pas contrôler ça. C'est ça. Puis là, je suis comme, c'est vrai. On apprend. Franz, j'avais déjà une discussion avec Franz. J'essayais de réfléchir à ça. On sait qu'il est arrivé quelque chose avec l'une des personnes exécutives à la Ville de Montréal, d'origine haïtienne. Et vraiment, ça a été dans tous les médias. Puis c'est tellement dommage. Puis ça aurait été un blanc comme moi, là. On n'aurait pas fait autant de vent et de vagues. Est-ce que Raviport, est-ce que Franz Saint-Élimie ont le droit à l'erreur comme moi, j'ai le droit à l'erreur? C'est une question que je me pose. C'est toi notre invité. Il y avait ton nom là-dedans aussi. Oui, Non, mais... vrai. Parce que moi, c'est une préoccupation que j'ai beaucoup dans notre société. Mais non, mais... donc, la personne que tu parles, c'est Dominique Olivier. Oui. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, pour la petite histoire, Dominique Olivier, elle a fait des dépenses, des comptes de dépenses qui étaient acceptés et acceptables. Mais évidemment, l'acceptabilité par rapport à une personne comme elle, c'est questionnable.
qu'est-ce qui est acceptable. Et malheureusement, c'est venu dans les publics qu'elle a eu des repas qui ont coûté un petit peu plus cher que la normale, que la moyenne. Et ça a conduit à ce que qu'elle soit forcée à démissionner. On a coulé tellement d'encre, Voilà. D'une manière assez incroyable. Mais ça, ce n'est pas une erreur. C'est une erreur de jugement. Oui. Dans le cadre de son travail, il n'y a pas d'erreur. Merci de le C'est préciser. accepté. Mais mon point, c'est est-ce que on a le droit à l'erreur si on s'appelle raviport? Oui, on a tous droit à l'erreur. C'est qu'est-ce qui arrive après l'erreur. Je pense que c'est la responsabilité dans le cas de Ravi, ou dans mon cas, ben, on est beaucoup plus visible parce qu'on est, on est différent. Puis effectivement, quand tu fais l'erreur, moi j'en fais à tous les jours. Le problème, c'est pas de faire d'erreur, c'est qu'est-ce qui en suit. C'est-à-dire que on a toujours une pression, quand on est une personne, une minorité visible, de faire de la place au prochain. Et quand on dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est plus une responsabilité envers nous-mêmes de dire qu'on doit s'assurer qu'on fait les bonnes choses pour que la prochaine personne qui vient après moi, mais que ce soit plus facile pour elle. Et accessible. Et plus accessible, plus ouvert. Ton avis? Je suis d'accord avec France, mais ensuite, ça va être la perception. Mhm. Tu sais, la perception, les médias sociaux, les chambres d'écho, des fois, ça peut faire mal à une personne qui Ça est va différente. vite. Exactement, ça va vite. Et moi j'ai cette pression-là. Oui, je fais des erreurs à tous les jours également, mais ensuite qu'une erreur soit publique, est-ce que de un... Est-ce qu'il faut le dire ouvertement? Tu sais, ça, c'est une question que j'ai. Je ne suis pas une experte en PR, aucunement. Ensuite, est-ce qu'il y a les gens qui vont te supporter autour aussi? Donc, qui est-ce qui te supporte? Qui est la communauté qui va te supporter, qui va être avec toi, qui va marcher avec toi à la place de marcher seul dans cet espace-là? Donc, ça, c'est une réflexion que j'ai aussi. Mais c'est pas évident non plus parce que tu tombes dans toutes les catégories. Puis moi, je l'ai été aussi dans toutes les catégories. Avant toi, là, évidemment, je suis pas mal plus vieux que toi, mais tu sais, t'es le plus jeune. T'es la seule personne minorité visible. T'es dans une technologie de pointe, où est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. Au Québec, où est-ce que c'est une petite communauté. Tu sais, t'as toutes sortes de... Après ça, ben, tu coches tellement de cases que finalement, tu es tiré partout. Puis là, le danger avec ça, c'est que les gens disent, mais t'es partout. OK, ouais, mais attends une seconde, là, je suis pas plus à droite qu'à gauche que l'autre. Là. Plus visible. Je suis plus visible parce que c'est évident que je suis plus visible, je suis le seul. Ouais. Donc, c'est un avantage aussi. Oui, c'est un avantage, mais l'enjeu avec ça, c'est que, tu sais, il n'y a personne qui va dire, puis c'est un ami, là, tu sais, on s'entend, là, tu sais, il n'y a personne qui va dire, tu sais, Nicolas Duvernois, t'es visible. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est normal. Oui, c'est sa business, puis c'est normal. Il va dire ça. Par contre, moi, plein de fois, je me fais dire « Wow, t'es partout! » Oui, j'ai les mêmes commentaires. Mais c'est très subtil ce que tu mentionnes, et c'est très important de le mentionner. Ravi, tu ressens la même chose? Oui, je le vis. On me le passe comme commentaire. Et puis, je ne sais pas si c'est positif. Je ne sais pas si... Parlez-en je bien, crois parlez-en mal, mais parlez-en. Je crois qu'il y a toujours les deux côtés de la médaille Oui. également. Mais après, je me dis, bon, ben moi, je continue mon chemin. C'est ça. Faut que je continue, faut que j'avance. Et en étant quand même mathématicienne, experte reconnue de l'IA, qui est tellement populaire au Québec et partout dans le monde, bien sûr, tu as siégé sur le CA de la CDBQ notamment, etc., etc. Comment tu fais pour gérer les attentes? Parce qu'il y a une pression qui vient avec ça. Comment tu fais pour gérer les attentes? Je t'avouerais que mes attentes sont plus élevées que l'attente des autres ou des organisations. Envers toi-même. Nice. Oui, Ah ouais. exactement. Wow. Ouais. Ça, c'est Super. une réponse. On passe à la prochaine question. C'est vraiment C'est ça. complet. Mais je ne m'attendais pas. Wow, superbe. Je me dis, tu sais, moi, quand je suis à l'université, j'aime ça, avoir des A étoiles. Je suis d'accord avec Ben toi. oui, A+, A étoile. Ben Tu sais, ça arrive que j'ai pas ces notes-là, mais en général, je vais travailler. Je vais travailler pour.
depuis 2020 où on s'est rencontrés, que tu parlais déjà haut et fort de l'intelligence artificielle, etc. Écoute, je te voyais avec conviction. Aujourd'hui, c'est quoi l'évolution qui t'a... C'est quoi qui t'a... en fait, qui te frappe? Si tu fais... on est rendu en 2024, ça fait juste 4 ans. Ça va vite. C'est quoi qui te marque le plus dans le progrès? Tu es au cœur, tu es aux premières loges. Moi, je vous dirais que c'est des plateformes et des outils qui ont démocratisé l'intelligence artificielle pour monsieur, madame, tout le monde. Comme par exemple OpenAI de ChatGPT, qu'on en parle énormément. Et puis ça, on s'entend que c'était depuis novembre 2022. Donc, moi, ça fait 17-18 ans que je suis dans le métier, en sciences de données, en intelligence artificielle. Alors, lorsqu'on est capable de le toucher, c'est-à-dire d'interagir à travers, en mode clavardage, avec un algorithme, ça nous permet d'un peu plus mieux comprendre. Parce que c'est pas tout le monde qui va être en parenthèse, en relation ou de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de la machine, comme par exemple Meta, Facebook, Instagram, comme Netflix, LinkedIn, TikTok, etc. Donc, c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce qui se passe en arrière et c'est tout à fait normal vu que c'est pas nécessairement leur domaine professionnel. Donc, moi, je crois que ça l'a aidé, mais aussi, même en 2020, je parlais déjà de l'IA responsable. Donc, de s'assurer, puis ça va plus large que l'intelligence artificielle. On parle vraiment au niveau algorithmique. Aussi simple que de créer un filtre, par exemple, sur Excel, bien, je peux déjà créer des billets. Donc, c'est aussi de se dire, oui, les gens maintenant comprennent le pouvoir ou par exemple à travers de ChatGPT, mais aussi ils se demandent des questions éthiques parce que le volet éthique, c'est la philosophie et ça représente le volet relié aux valeurs. Quelles sont les valeurs humaines? Parce que l'éthique d'un pays à un autre, d'une région à une autre, c'est différent. C'est vrai. Wow! Très bonne réponse. Ta première partie de réponse m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'utilise ChatGPT à tous les jours. Et moi, en 2022, je ne connaissais pas ça du tout. Peut-être que tu l'utilisais, toi, d'avance ou pas. Non, utiliser, je ne suis pas un utilisateur de ChatGPT. OK. Mais par contre, je comprends l'outil. Moi, ce que je trouve qui est fascinant, Ravi, c'est que dans ta vie professionnelle, tu accompagnes les entreprises, tu accompagnes les décideurs au niveau de l'intelligence artificielle. Et selon toi, est-ce que tu crois qu'on avance vraiment? Est-ce qu'on a progressé vraiment au Québec, au Canada, sur le déploiement de l'intelligence artificielle dans nos sociétés? Versus le reste du monde, par exemple? Juste overall. Versus nous-mêmes. Ouais. Elle se mesure à elle-même. Je te dirais qu'au Québec, on est bon en termes théoriques, c'est-à-dire on a plusieurs universités qui offrent un programme, on a des universités reconnues, par exemple, comme le Milan et d'autres. On a aussi des observatoires comme l'Obvia, etc. Donc, reconnus au niveau international. On peut parler de Yoshua Bengio, Doina Prekop, Joël Pinault, Hugo Larochelle. Mais je dirais qu'en termes de déploiement, il y a d'autres pays et d'autres régions qui sont plus avancées que nous et qu'il n'y a pas autant d'universités et autant de programmes qui sont reconnus. Okay. En termes de déploiement, qu'est-ce qui arrive présentement? Et on peut regarder aussi dans le rapport de loi de septembre 2023 sur l'intelligence artificielle, on est en train de baisser dans les rangs. On est en train de baisser dans le top 5, on est en train de descendre du top 5. Et ça, c'est, je crois, selon moi, de façon très biaisée, c'est une gestion de changement. On dit souvent dans la littérature que ça prend à peu près 10 ans pour changer ou faire évoluer une culture organisationnelle. Puis là, on parle d'une culture d'innovation. Et donc, c'est vrai que 10 ans, c'est long. C'est long. Cependant, dans des situations exceptionnelles comme la COVID, ça peut augmenter en termes de vélocité et de rapidité. Mais pour le déploiement de l'IA, je crois qu'on a évolué, mais on peut faire mieux. OK. Oui. Très clair. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'on prend du retard
si on baisse dans le ranking, c'est qu'on prend du retard. Puis, il y a un danger par rapport à ça, parce que les entreprises qui n'évoluent pas, vont disparaître. Il y a moins de productivité, il y a moins d'innovation. Moi, je vous avoue, ça m'inquiète un peu parce que je me dis, il y a d'autres organisations à l'extérieur du pays qui utilisent également les algorithmes qui ont été créés ici. Et puis, lorsqu'on parle de propriété intellectuelle et de brevets, les brevets, il n'y en a pas énormément ici parce qu'il faut avoir une plateforme aussi technologique pour le supporter. Mais ces brevets-là, qui utilisent, par exemple, des algorithmes qui ont été développés, exemple, par le Milan, c'est ailleurs, c'est à l'extérieur. Absolument. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau de la propriété intellectuelle? Puis, on peut parler des licences qu'on pourrait faire fructifier en termes d'économie québécoise et canadienne. Donc, c'est des questions que je me demande parce que on a aussi des beaux programmes au niveau gouvernemental, provincial et fédéral qui sont vraiment là pour aider les organisations en termes d'évolution numérique et au niveau de déploiement de l'intelligence artificielle et de l'éducation en IA au sein des entreprises. Ouais. Est-ce que tu es en train de nous dire que la COVID-19 a fait accélérer l'intelligence artificielle dans certains pays et que dans notre pays, on n'a pas nécessairement été aussi rapidement aussi? Mais plutôt au niveau de la transformation numérique, en fait, on n'a pas fait de recherche pour savoir est-ce que c'est vraiment à cause de la COVID ou c'était une évolution naturelle. OK. Je vais faire ma scientifique, je n'ai pas des données probantes là-dessus par rapport à une étude. D'accord. Mais ça semble avoir... Il semble avoir un lien ou une cause à effet, peut-être. Je ne peux pas commenter, je n'ai pas de données. D'accord. Merci. Oui, Par contre, tu as amené un point qui est super important, c'est-à-dire que quand on parle de plateforme, tu sais, OpenAI et ChatGPT, mais ChatGPT, c'est une interface. C'est la techno derrière, c'est ce qui a été inventé dans des universités. Et puis là, l'infrastructure pour, dans le fond, faire fonctionner ça, c'est les Amazon, c'est les Microsoft. Dans ce cas-ci, c'est Microsoft Azure. Puis regarde ce qui arrive à OpenAI. Regarde la valeur de Microsoft entre-temps, puis regarde la valeur de NVIDIA. Tu sais, donc, puis regarde, Microsoft, je ne sais même pas s'ils ont mis de l'argent au Milan. Tu sais, fait que tu comprends que Microsoft, entre-temps, a rajouté pas loin d'un trillion, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, le chiffre, mais un trillion en valorisation sur le dos de l'intelligence artificielle de ChatGPT et Azure. Ça, c'est valorisation. Maintenant, on ne parle pas de valeur réelle. Valeur réelle, c'est encore plus. Parce que quand tu regardes autour de ça, ils ont toute la plateforme Azure qui est en déploiement. Maintenant, ils ont une main levée extraordinaire sur la technologie. Une main mise, pardon, sur la technologie. Alors, c'est triste un peu quand tu y penses parce que ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement mis ça dans un contexte où est-ce que monsieur, madame, tout le monde pouvait utiliser la technologie. Ravi. Avec les choses qui évoluent si vite, Franz nous partage en fait une réflexion actuelle où tout s'accélère rapidement. Là. Toi, puisque ça s'accélère rapidement et tu es tout si jeune, là, dans 20 ans, je ne sais pas si tu te projettes 20 ans, mais... non. Tu seras où? Tu feras quoi? Avec qui et pourquoi? T'as-tu déjà posé ces questions-là? 20 ans, c'est loin. J'ai pas encore pensé à 20 ans. Tu réussis à te projeter 5 ans? 3-5 ans. 3-5 ans, c'est... Oui, c'est le plus loin que je suis capable de voir, mais c'est flou. Ouais. C'est flou. C'est flou? Oui, c'est flou. Les choses avancent tellement vite. C'est vrai. Ça change. Et puis, c'est correct que ton plan change éventuellement parce que si on pense à la technologie, à la vélocité, je sais pas qu'est-ce que je devrais apprendre de nouveau, mais je peux pas me dire que j'occupe ce poste-là et je dois toujours apprendre à apprendre. Ah oui. Je suis encore à l'université. Après toutes ces années, je continue à étudier. Je suis à la Polytechnique.
Puis, tu sais, j'ai... Apprendre à apprendre. Il y a Ben même oui. des gens que j'entends parler de désapprendre pour réapprendre. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont appris, mais normalement, on- C'est quand- ça peut, J'entends parler de ça ça souvent. peut toujours être utile. Je sais pas. Ouais, des fois, les choses sont rendues caduques, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, apprendre et à apprendre, Oui. c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Exactement. Donc, j'ai passé à l'UDM en mathématiques, en statistiques. J'ai été au HEC pendant quelques années. J'ai été à la Poly, à Rodman University avec McGill. Mais pour moi, c'est important de continuer à voir des nouvelles façons de faire, à continuer à lire des articles scientifiques. Ouais. Je fais pas juste ça dans la vie. Non, mais Mais- c'est important, c'est un muscle. ça. Tellement. Exactement. tellement. Exactement. J'avais lu une donnée que 50 des activités d'un emploi vont être remplacées par l'automatisation quelconque dans 10 ans. Et ça, c'est des données qui sont de plus en plus réalistes quand on y Ouais. pense. Ben, j'ai une statistique qui dit que 70 dans le fond, de qu'est-ce qu'on fait peut être automatisé, mais bien sûr sur des tâches qui sont précises, des tâches qui sont redondantes, Répétitive. exactement, qui sont moins à valeur ajoutée. Fait que ça fait en sorte qu'on évolue. Ouais. Je sais que ça peut faire peur, cette gestion de changement-là, parfois, parce que c'est une zone d'inconnu, mais aussi, moi, je le vois d'une manière positive parce qu'on est en train d'évoluer. Ouais. C'est de dire également, avant, il y avait des humains qui regardaient les chèques. Puis là, ils regardaient tous les chèques. Puis là, il y avait un taux d'erreur quand même assez élevé parce que imagine juste de regarder 200 chèques. Je fais de la dyscalculie. Ouais. 200 chèques C'est pas par toi qui jour. vas gérer Non. mes chèques. Mais là, ça se fait de façon automatisée Ouais. avec la reconnaissance par imagerie et ça Mhm. va beaucoup plus vite. Donc, c'est 10 000 chèques, par exemple. Donc, est-ce que vraiment j'ai eu une valeur ajoutée à regarder le chèque? Non, j'ai fait plein d'erreurs. Donc, si on se dit, OK, ben ça nous donne le temps aux humains d'être des humains. J'aime ça. Et humain d'être des humains, j'adore cette réflexion où les humains devraient le plus s'intéresser en termes de développement de compétences. Y a-t-il un ou deux, trois secteurs que tu as vu que vraiment, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler? Ça dépend dans quel domaine. Tu sais, je me dis, il y a quelque chose pour chaque domaine. Ouais. Tu sais, par exemple, un domaine qui m'est pas propre, mais que je parlais tout à l'heure avec Karen, c'est de dire, ben tout le côté, par exemple, au niveau d'offrir un service comme la massothérapie, l'acupuncture, de voir un ostéopathe. Je sais pas encore comment. Peut-être éventuellement dans 50 ans ou 25 ans, je ne sais pas à quel point ça va avancer rapidement. Mais si vous allez sur, mettons, une chaise qui vous donne un massage, c'est pas la même chose. Non. Exactement. Ou même au niveau des cheveux, des coiffures, Si on en a. du maquillage, ou tu sais, des C'est trucs vrai. aussi simples que ça qui restent humains, avec le contact humain. Ou peut-être si tu as envie de parler à un psychologue ou un coach de vie, tu n'as pas nécessairement envie de parler à un algorithme, mais tu as envie d'avoir une présence humaine. Je crois que ces éléments-là sont encore très pertinents. Ouais. Donc, par exemple, au niveau des orthopédagogues aussi, avec tout le volet éducatif, avec les jeunes et les moins jeunes, je crois qu'il y a vraiment quelque chose pour tout le monde, parce que je pourrais pas dire il faut t'apprendre à coder, Non, absolument pas. ou il faut t'apprendre à comprendre, mettons, l'architecture ou l'ingénierie. Je crois que ça dépend qu'est-ce Mais la que les gens... connexion humaine, ça, c'est quelque Oui. chose à préserver. Selon moi, cette connexion humaine-là, c'est qu'est-ce qui nous rejoint. Je crois que on est ensemble et on vit ensemble pour une raison. Donc, je pense souvent à le volet de vivre en communauté. Ben oui. Tu peux vivre seul, mais ça arrive que vivre seul, ça fait en sorte que ça ne préserve pas nécessairement ce groupe, la communauté, la meute, peu importe comment on veut la nommer. Mais je crois qu'il y a une raison pourquoi on est ensemble, puis comment Ouais. est-ce qu'on apprend et on devient meilleur aussi. Ravi, le temps file. Es-tu prêt pour une de nos parties favorites, les questions inédites? Oh Lord! Je peux te prendre un petit verre de vin si tu veux. Je vais mettre du fort dedans. On n'en a pas. Oh, Wow, je t'écouterais pendant des heures. Vraiment fascinant. On a parlé à un certain moment dans l'entrevue de l'importance de la diversité. Penses-tu qu'on a vraiment progressé vers une société plus diversifiée et inclusive? Ton regard? Je crois qu'on s'est amélioré,
Et je pense qu'on peut faire mieux. On peut continuer à s'améliorer également. Ouais. Je crois qu'en termes de... Tout à l'heure, vous avez mentionné modèle et qu'on ne choisit pas si on est des modèles ou pas. Mais je m'en souviens, lorsque j'étais au début comme professionnelle, je ne voyais pas de femmes dans des postes de direction. J'en voyais très peu. C'était souvent des femmes en ressources humaines. Donc, on est capable de faire bien d'autres choses. Là, on l'a prouvé aussi. Donc, avoir aussi différents modèles en termes de personnes en position d'influence. Puis lorsque je parle de diversité, c'est sous plusieurs formes. Oui, il y a le volet ethnoculturel, il y a le volet intergénérationnel également, parce que souvent, si tu vas avoir une personne dans une certaine position qui a l'air jeune, ben ça m'est arrivé de me faire ignorer aussi. Ah oui, Moi, tout c'était à pas le fait fait. d'être une femme, c'était le fait d'être jeune. Absolument. Mhm. Oui, ça arrive. Très souvent. Ouais. Absolument. Donc, moi, j'avais eu plusieurs chapeaux en tant que minorité visible, ethnoculturelle, allophone, femme, en technologie, en AI. Je ne sais pas s'il en manque, de la diversité socio-économique. Ouais. Tu Donc, cochais toutes les bonnes cases. J'ai coché plusieurs cases. Puis je crois que c'est ça. Je crois que c'est de voir différents modèles. Ça permet également de se projeter. Le pouvoir d'association est très fort. Et même avec Héros de chez nous, l'organisme à but non lucratif que j'ai eu le grand plaisir de fonder et que je suis bénévole aussi, c'est souvent des jeunes qui viennent me voir, qui ne partagent pas ce message-là lorsque c'est l'animateur homme, mais qui vont me le partager à moi. Ouais. Wow. D'ailleurs, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est sûr que ça te parle. Tu es déjà entrepreneur social, on s'entend. Et oui, tu es à Deloitte, mais combien de fois j'ai vu des associés ou des personnes qui sont dans un domaine, vivent la belle vie professionnelle, c'est-à-dire qui ont beaucoup de succès, qui, à un moment donné, ils tombent dans l'idée d'être entrepreneur. Ça t'es-tu venu à l'idée ou est-ce que ça va te venir à l'idée une entreprise en innovation? Je crois qu'en tant que... J'occupe le poste d'associé, alors pour moi, c'est un peu la même chose. Je dois créer, dans le fond, ma base de clientèle. Je suis avec également mes collègues. Je fais du coaching. Je me fais coacher. Donc, je le vis de cette manière-là en tant que... Comme un intrapreneur, Ouais. une entrepreneur dans Oui. un contexte qui n'est pas le tien, mais... Oui, exactement. Intrapreneur, mais je trouve que, en tout cas, moi, je le vis de cette manière-là. C'est plus qu'intrapreneur. C'est vraiment... Tu gères. Tu fais ce que tu as à faire. Ouais. Exactement. Tu fais ce que tu as à faire. Tu te débrouilles. En tout cas, on te verrait comme une grande entrepreneur en innovation, ça c'est sûr. Tu l'es déjà certainement. Et peut-être qu'un jour, sait-on jamais. Dans une autre vie, peut-être. On peut jamais dire jamais. Oui, c'est ça. C'est quoi ton meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie, personnelle ou professionnelle? Un conseil qui t'a vraiment marqué? Dans ma vie personnelle, je crois que le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est tu peux mettre ta fierté de côté, mais jamais ta dignité. Puis ça s'applique autant sur le volet professionnel que personnel. Parce que on a tous une petite égo, tu sais, autant qu'elle soit saine, autant qu'elle est là pour nous protéger, autant qu'elle est là. Donc, je crois que le volet de fierté, c'est une chose, mais ta dignité, c'est ta boussole interne. Absolument. Ben, on parle de souvent mode par défaut, là. C'est ça, là. Tu sais, on a tous un mode par défaut, puis il faut qu'on soit à l'aise avec notre mode par défaut. Puis la dignité fait partie de notre mode par défaut. Donc, mais ça vient aussi de tes valeurs familiales aussi, j'imagine. Et quand on parle de connexion humaine, y a-t-il quelque chose de plus important à préserver, cette dignité? On a des personnes expérimentées autour de nous. Un petit geste, un petit bonjour, et tu viens de leur offrir une belle dignité. La dignité, c'est quelque chose de tellement précieux. C'est tellement un beau conseil. Vraiment. Moi, je me dis que les personnes que je vois, autant qui s'occupent de l'entretien ménager, qui s'occupent de la machine à café, ben moi, ça me fait penser à mes parents, ça me fait penser à mes oncles, à mes tantes. Je vais toujours les saluer. Et tu en rencontres beaucoup de monde dans une journée. Tu fais beaucoup de panels. Vous croisez à plusieurs reprises. Y a-t-il une rencontre qui t'a le plus marqué, puis pourquoi? Professionnellement ou personnellement? N'importe quelle rencontre.
Je crois qu'une des rencontres qui m'a marquée, c'est parce que moi, j'ai pas connu mes grands-parents, mais la rencontre qui m'a le plus marquée, c'est quand la première fois, il me restait juste une grand-mère, ma grand-mère maternelle, et la première fois que je l'ai rencontrée, c'était à 24 ans. 24 ans, je rencontre ma grand-mère au Cambodge, qui parle juste cambodgienne. Oui, exactement, une OG. Une OG, puis elle est tellement drôle, elle me faisait tellement rire, puis elle a eu la vie difficile. Tu sais, elle a eu beaucoup d'enfants, ma mère a plusieurs frères et sœurs, son mari, c'est-à-dire mon grand-père que j'ai jamais connu, il est décédé à un jeune âge. Ma mère était l'aînée, elle devrait prendre soin de toute la famille pendant que ma grand-mère travaillait dans les champs. Donc, travailler fort, pas se plaindre. Puis tu le vois dans les doigts. Tu le vois dans les mains qu'elle a travaillé fort. Donc, pour moi, j'étais comme fascinée de la voir toujours en train de sourire, de raconter des blagues. Puis, les gens disaient qu'on avait une personnalité qui était vraiment similaire. Puis là, je suis comme, ah, ouais. Mais après, on se racontait des blagues. Là, c'était trop drôle. Donc, une superbe rencontre. Franz, je te laisse conclure. Ben oui, ben écoute, on est choyés de t'avoir aujourd'hui. Là, on t'a demandé d'écrire quelque chose dans le calepin. C'est le calepin des vedettes. C'est un livre vraiment qui... Vous devez tous écrire. Non, nous, on veut t'entendre. On veut te voir écrire et t'entendre. Donc, on t'a demandé d'écrire quelque chose. Donc, on aimerait ça que tu nous lises ce que tu as écrit avant l'entrevue. J'ai mis la date. Des chiffres. Il y a des Parce qu'on chiffres. comprendra rien, nous. Il y a des chiffres. J'aime beaucoup la nomenclature, des choses comme très bases de données. Fait que j'ai écrit ça. T'as-tu mis mes mensurations? J'ai écrit la date d'aujourd'hui. Ça, c'est bon. Fait que c'était important pour moi. Fait que j'ai écrit différentes choses, des mots à gauche, à droite, mais je crois que j'en aurais écrit comme peut-être différentes après la conversation qu'on a eue. J'ai écrit « Il suffit d'une goutte d'eau pour créer un mouvement ». Wow! Souvent, on pense qu'il faut avoir un certain poste, un certain statut pour faire un changement, mais non. Je le dis souvent aux élèves que je rencontre également à travers autant l'OBNL ou des jeunes professionnels, par exemple chez Deloitte, qu'ils ont ce pouvoir d'influencer. Totalement. Absolument. En tout temps. J'ai écrit d'autres choses aussi. J'ai écrit la découverte. La découverte parce que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je ne savais pas qu'on allait boire un vin sans alcool. Excuse-moi. Non, j'aime ça, j'aime découvrir. Je ne savais pas comment nos conversations allaient aller. Et j'écris une phrase qui est en anglais. Donc, j'ai écrit « The rose that grew from the concrete ». C'est le livre de poésie de Tupac. Que j'adore, que j'ai à la maison. Ah oui, tu l'as aussi? Ben oui. Oh my God! C'est un livre. Moi, j'étais fan fini de Tupac. C'est un littéraire incroyable. Oui, exact. Un artiste. Un théâtre. Il a appris dans le théâtre. C'était... Wow! Oh, We wow. connect! Wow! Wow! Hey, tellement merci, Ravi. Même si tu veux Santé pas... à ça. Même si tu veux pas être un modèle, C'est tu en es un. Oui. Tu es tout un modèle. Merci. Merci. J'espère qu'on n'attendra pas 5 ans comme on a attendu pour se revoir. Santé. Aucunement. On s'est vu récemment en novembre pour France. Tu te souviens? Incroyable. Oui. Au SECAM. Oui. Au SECAM, Oui. oui. Ah oui. Quel moment mémorable. Santé à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Ravi. Merci pour cette invitation.